Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, attente des résultats des élections législatives qui se sont tenues dimanche dernier en Guinée-Bissau. Un scrutin un an après la dissolution du Parlement à l'initiative de la présidence suite à une grave crise politique. Un protocole d'accord signé entre la RDC et le procureur de la Cour pénale internationale sur le renforcement de leur coopération pour lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Puis à cause d'une collecte des déchets déficiente, les capitales africaines sont souillées par les immenses décharges où les déchets plastiques se comptent par milliers de tonnes. Les combats entre militaires et paramilitaires entament leur 8e semaine sans issue en vue au Soudan. Les habitants de Khartoum ont signalé une forte escalade des affrontements dans plusieurs quartiers de la ville, notamment dimanche dernier, après l'expiration de l'accord de cessez-le-feu. Sur place, les habitants de la capitale sont pris au piège. Ce lundi, le gouvernement congolais a annoncé que 10 de ses ressortissants qui se trouvent au Soudan ont été tués dimanche à Khartoum dans des bombardements portant les victimes à plus de 1800 morts après 2 mois de guerre. Les résultats ne sont pas attendus avant ce mardi soir. Résultats des élections législatives qui se sont tenues dimanche 4 juin en Guinée-Bissau. Il s'agit de renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale, dissoute il y a plus d'un an à la suite d'une crise institutionnelle dans ce pays. La Guinée-Bissau qui reste en proie depuis des années à une instabilité politique chronique. Séverin Douke revient sur la tenue de ces élections. Ils étaient près de 900 000 électeurs bissau-guinéens à prendre part au scrutin du 4 juin 2023 pour l'élection des 102 membres de l'Assemblée nationale. Au lendemain de la tenue des élections, qui se sont passées dans une ambiance générale de calme et de sérénité, selon la Commission électorale nationale, l'heure est à l'attente des résultats. 20 formations politiques et 2 coalitions étaient en lice pour le scrutin, dont le principal enjeu est la restauration de la stabilité de l'environnement politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à l'instabilité depuis plus d'une décennie. En mai 2022, le Parlement avait été dissous par le président de la République suite à une profonde crise. Aujourd'hui, 4 juin, est une autre date de l'exercice de la citoyenneté et de l'affirmation de la démocratie représentative par l'élection des députés. Les élections se déroulent dans un climat de normalité sans incident majeur à signaler. Les résultats des 3524 bureaux de vote ouverts sur l'ensemble du territoire national devront être comptabilisés avant la proclamation des résultats. Les résultats provisoires devraient être rendus publics au plus tard le 7 juin 2023, selon la Commission électorale nationale. Pour éviter des troubles post-électoraux, les partis politiques engagés dans ce scrutin ont préalablement signé un code de bonne conduite. On regarde effectivement ces élections-là avec beaucoup d'attention et on espère que ce sera enfin le dénouement du processus de développement que l'on attend depuis l'élection du président. Donc ces élections ont vraiment une importance capitale pour le pays et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une population qui est très mobilisée derrière ces élections et on verra dans les urnes. Le président Umaro Sissoko Embalo projette en cas de victoire de son parti une réforme de la Constitution pour mettre fin au régime politique semi-parlementaire de l'État bissau-guinéen pour, dit-il, instaurer un régime présidentiel. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale signent un protocole d'accord sur le renforcement de leur coopération dans la lutte contre l'impunité relevant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette signature est intervenue quelques jours après que la RDC ait saisi la juridiction pénale internationale demandant l'ouverture d'une enquête approfondie sur les crimes commis par le groupe rebelle M23 à l'est de la RDC. Mildred Diamouf. C'est une réaction positive aux saisines de la Cour pénale internationale par le gouvernement congolais pour les crimes commis à l'est du pays et imputables à divers groupes armés, dont le M23. En visite dans la ville congolaise de Bunia, le 30 mai 2023, le procureur de la CPI, Karim Khan, a exprimé son regret face aux violences faites contre les civils depuis plus de 20 ans dans le pays, tout en promettant l'ouverture dans les prochains jours des enquêtes pour stopper ces crimes. Position réaffirmée dans un entretien accordé à Africa 24. C'est le moment où nous devons trouver de nouveaux moyens d'apporter des actions concrètes aux personnes qui continuent de souffrir sous la main des groupes armés
des violations du corps humain et aussi de terribles allégations de viol qui sont entendues très régulièrement. Afin de contrer les crimes internationaux graves à l'est de la République démocratique du Congo, le procureur a souligné la nécessité d'efforts conjoints dans le cadre de nouveaux partenariats engageant les communautés pour accélérer la justice et assurer une responsabilisation significative. Pour lui, mettre l'accent sur l'expérience des survivants oriente le travail commun vers la justice. Karim Khan a défendu que les droits des victimes de crimes sexuels et sexistes doivent être défendus par de nouvelles approches et que l'appui à l'action locale demeure urgent pour traiter les séquelles des violences. Nous devons trouver des mécanismes pour établir des partenariats afin de passer véritablement des paroles aux actes. Nous devons travailler ensemble pour créer moins d'espace pour que l'impunité puisse prospérer et pour que ce type de crime soit commis. Je pense que cela nous aidera à créer plus d'espace pour la justice. Le 1er juin 2023 à Kinshasa, la République démocratique du Congo et la CPI ont signé un accord de renforcement de la coopération pour lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et contre l'humanité. Le partenariat devrait faciliter les activités de la CPI sur le territoire congolais. D'après les données des Nations Unies, à cause des affrontements armés, la République démocratique du Congo compte actuellement plus de 1,6 million de personnes déplacées internes, soit le nombre le plus élevé d'Afrique. Objectif, attirer les investisseurs. Le 3 juin dernier, une rencontre a eu lieu à N'Djamena, à l'initiative du Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo. L'événement a réuni opérateurs économiques et partenaires financiers. L'enjeu est de taille au moment où ce pays, en pleine crise politique et économique, tente de relancer son économie de moins en moins attractive aux yeux des investisseurs. Gladys Mwamba. Rendez-vous économique sans tabou au Tchad pour réfléchir à une nouvelle dynamique. Le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a organisé le 3 juin un dîner d'affaires dans la capitale, N'Djamena. Le but, créer un climat de confiance entre le gouvernement et les opérateurs économiques, une initiative appréciée par ces derniers. J'appréhende les échanges aujourd'hui comme une opportunité pour le milieu des affaires de notre pays de faire au gouvernement de transition des propositions concrètes pour faire avancer les choses. Ce qui pourrait bien évidemment nous permettre de prévenir et de circonscrire les causes des crises et autres entraves au développement des affaires. Le climat des affaires s'est sensiblement dégradé au Tchad depuis le déclenchement de la crise des matières premières qui a suivi la pandémie de Covid-19. Dans le classement Doing Business 2020, le Tchad occupe le 182e rang sur 190 économies. Le chef du gouvernement s'est voulu rassurant quant aux réflexions menées à tous les niveaux pour relancer les affaires. Le gouvernement a pris quelques initiatives cette année pour essayer autant que possible de faire en sorte que les prix diminuent. Au niveau du gouvernement, en tout cas, nous avons arrêté l'achat des V8. On va acheter une gamme en dessous. Nous avons, avec le ministre des Finances, pensé qu'il fallait que la classe moyenne, qui est aujourd'hui en expansion, ait les capacités aussi d'avoir une voiture. On a baissé les taux de douane et autres taxes sur les petites voitures de 4-6 chevaux qui doivent permettre aux petits cadres, à l'employé, d'avoir une voiture pour aller au travail. Les taxes ont diminué drastiquement. Tout cela sont des efforts que nous faisons, mais à l'arrivée, le résultat est toujours le même. Les prix n'ont pas baissé. Entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole en 2003, le Tchad est aujourd'hui en quête de diversification économique. Les autorités de transition tentent d'atteindre cet objectif en rendant le pays plus attractif, en vue de convaincre les opérateurs économiques et attirer plus d'investisseurs étrangers. Inauguration au Gabon en présence notamment du président de la République Ali Bongo Ondimba de la première raffinerie d'or de la sous-région Afrique centrale. Cette usine est opérationnelle depuis le 2 juin à Hancock, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Libreville. Cette infrastructure a pu voir le jour grâce à un partenariat entre l'entreprise publique des mines et la société à capitaux londoniens et émiratis, Alpha Centauri Mining. Avec cette raffinerie, le Gabon rejoint les rares pays africains qui disposent d'une raffinerie d'or, à savoir l'Afrique du Sud et le Zimbabwe.
L'hydrogène vert, une source d'énergie propre de plus en plus perçue comme une alternative pour transformer le secteur énergétique de l'Afrique. Doté de ressources considérables en énergie renouvelable, le continent commence à parier sur ce carburant du futur, mais les défis à relever restent encore considérables avant d'y parvenir. Eugène Chema. L'hydrogène vert, produit principalement par électrolyse de l'eau à partir d'électricité de sources renouvelables, draine l'intérêt de la communauté scientifique mondiale pour ses diverses applications dans l'intégration des énergies renouvelables au sein des réseaux électriques ou encore dans l'agriculture. L'université marocaine Moabet VI Polytechnique s'est associée récemment avec l'université française d'Aix-Marseille et le Centre national de la recherche scientifique pour aborder les enjeux de l'hydrogène vert en Afrique. C'était au cours de la 13e édition des tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée, tenue les 3 et 4 mai 2023. Pour l'agriculture, on parle de fertilisants. Dans le fertilisant, il y a 3 grands nutriments. Donc il y a le N, il y a le P, il y a le K. Donc il y a l'azote, le phosphate et la potasse. Et donc l'azote, aujourd'hui, peut être produit d'une manière verte, à savoir à partir de l'ammoniac vert. Donc aujourd'hui, le continent africain, comme vous le savez, c'est plus de 60% de terres arables non encore utilisées. L'Afrique va être la solution pour l'enjeu de la sécurité alimentaire à l'avenir. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'on va avoir une agriculture dès le départ avec une empreinte carbone, j'ai pas envie de dire neutre, voire négative, dans le sens où on va pouvoir stocker le carbone grâce à une agriculture durable, qui utilise des intrants, des nutriments qui sont verts, tels que l'azote. Le phosphate, il est vert par définition, et surtout avec une santé, avec des sols qui sont en très bonne santé, qui va pouvoir séquestrer plus de carbone. Donc l'Afrique va être la solution à 2 niveaux, le niveau de l'enjeu de la sécurité alimentaire et l'enjeu de la décarbonation au niveau mondial. D'après les données du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le système alimentaire mondial représenterait près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui place l'agriculture au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, aux côtés des énergies fossiles qui, elles, représentent officiellement plus de 70% des émissions mondiales de CO2. L'hydrogène vert pourrait permettre de lever les défis de décarbonation liés aux 2 secteurs. En réalité, le CNRS travaille sur l'hydrogène depuis une trentaine d'années, avec évidemment des hauts et des bas en fonction de ce qui se passe dans le monde. Ce qui a réellement accéléré les choses ces dernières années, c'est cette nécessité de faire une transition énergétique la plus propre et la plus totale possible. Et l'hydrogène s'est avéré un des vecteurs d'énergie important. Ce n'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie et qui va nous permettre de faire cette transition dans les meilleures conditions. La Banque européenne d'investissement, l'Alliance solaire internationale et l'Union africaine estiment que l'Afrique pourrait produire jusqu'à 50 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2035 contre 10 000 tonnes en 2022, permettant une réduction de 40% des émissions mondiales de carbone sur le continent. Avec des politiques adéquates, le continent serait en mesure d'approvisionner le marché mondial à hauteur de 25 millions de tonnes d'hydrogène vert, soit 15% du gaz utilisé dans l'ensemble de l'Union européenne. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu environnemental, mais l'Afrique manque d'infrastructures. La conséquence directe sont ces immenses décharges à ciel ouvert que l'on retrouve dans plusieurs capitales africaines où les déchets plastiques se comptent par milliers de tonnes. Joël Ballot. Ne produisant que 7% des plastiques de la planète, l'Afrique accumule au fil des années d'immenses décharges de déchets plastiques à ciel ouvert qui inondent les capitales. Face à la recrudescence des déchets plastiques, les gouvernements africains multiplient les actions en faveur de la sauvegarde de l'environnement, comme l'indique Laurent Magloire-Sommet, directeur des politiques et partenariats pour l'Afrique au Fonds mondial pour la nature. Éliminer, recycler et gérer. En effet, éliminer les produits plastiques dont on n'a pas besoin. Éliminer les produits plastiques à usage unique qui constituent en fait une énorme portion
des produits plastiques qui sont ainsi mis sur le marché et favoriser plutôt des produits qui peuvent être recyclés et pour lesquels nous pouvons facilement trouver des substitutions. Recycler, oui, recycler afin de pouvoir donner une vie plus longue aux produits plastiques qui sont mis sur le marché. Dans un contexte d'inflation des matières premières, plusieurs structures africaines se mobilisent pour donner une seconde vie aux déchets plastiques. Fabrication de pavés, de biogaz, de tuiles sont quelques dérivés issus de la transformation du plastique. Autant de mesures qui tendent à ralentir l'avancée de la pollution au plastique en Afrique, qui demeure une véritable problématique environnementale et qui cadre avec le thème 2023 de la Journée mondiale de l'environnement qui se commémore le 5 juin 2023 sous le thème « Solution à la pollution plastique ». Il est important de relever que vaincre cette guerre voudra dire un engagement citoyen de chacun et de chacune de nous, un engagement volontaire afin que nous puissions réduire la consommation du plastique et de pouvoir trouver et mettre en place la technologie idoine qui nous permettra de recycler et de donner une longue vie à ces plastiques qui sont présents. Malgré sa faible production de plastique dans le monde, l'Afrique est le continent le plus affecté par la pollution. Plusieurs rencontres entre chefs d'État ont donné lieu à la prise en compte des réglementations interdisant l'utilisation de certains types de plastique, mais ces réglementations ont du mal à être appliquées sur le terrain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.